Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. La journée nationale du paysan a lieu demain samedi à Nzerekore. Elle est à sa 4e édition et le gouvernement veut la mettre à profit pour échanger avec les paysans autour de l'entrepreneuriat agricole. El Hadj Doura sera inhumé dimanche à Dalaba comme il l'a voulu. Et ce vendredi, la prière funèbre a été dite sur son corps à la grande mosquée Faisal. Pendant ce temps, la famille continue de recevoir du monde. Et nous parlerons encore ce soir de l'adoption de la fillette Oumou Diakité à Kamsar. Le ministère de l'Action dit n'avoir pas été associé au processus d'adoption dès le départ. La division en charge de la protection de l'enfance s'est voulue bien plus claire. La procédure a été biaisée, vous allez l'entendre dans cette édition. Encore une fois, bonsoir. La 4e édition de la journée nationale du paysan se tient demain samedi 12 mai à Nzerekore dans la région forestière. Le thème retenu à cette occasion est entrepreneuriat et développement des chaînes de valeur. La particularité de l'édition de cette année est que pour la première fois, à la veille de la journée proprement dite, des ateliers seront organisés sur plusieurs thématiques comme le cadre institutionnel du ministère de l'Agriculture, le développement des filières et des chaînes de valeur ou encore l'entrepreneuriat agricole, jeunes et femmes et mécanismes de financement. Je vous propose d'écouter la ministre de l'Agriculture sur le programme de cette journée au micro d'Aboubacar Diallo et d'Abou Kouria Kourouma. Cette journée dédiée aux paysans de Guinée est d'une grande importance. Le président de la République, depuis 2011, parce que la première édition c'était en 2011, a mis au centre de ses préoccupations le développement réussi du monde rural. Le paysan, chaque année, veut savoir est-ce que le paysan a eu satisfaction, est-ce qu'il n'a pas rencontré de problèmes majeurs, est-ce qu'il suit l'amélioration, la modernisation de l'agriculture, la mécanisation, est-ce qu'il est capable d'apprécier le sol, d'où la nécessité de mettre en exergue toutes les bonnes idées. Cette journée des paysans doit marquer le début d'une nouvelle ère pour booster l'agriculture dans ses objectifs de développement économique et social. Nous devons également pouvoir réaffirmer les grands enjeux que sont la contribution inestimable des agriculteurs au développement économique et social, à la lutte contre la pauvreté, à la préservation du tissu social à travers la promotion des emplois agricoles, la sécurité agricole, en conformité avec le respect de l'homme et la nature. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, El Hadj Doura va rejoindre sa dernière demeure ce dimanche à Dalaba, dans son village natal. Et ce vendredi, la famille a procédé à la levée du corps à la morgue pour la prière funèbre à la mosquée Faisal. Mais en attendant l'inhumation, la famille continue de recevoir les condoléances des parents, amis et collaborateurs d'El Hadj Abdourahmane Diallo, Abdourahmane Ba et Alseni Kamara. Ici, au domicile de feu El Hadj Abdourahmane Diallo, la famille continue de recevoir les condoléances
Et cela depuis la confirmation de sa mort par les services compétents. Parents, amis et collaborateurs se succèdent pour présenter les condoléances à la famille. C'est une épreuve terrible que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas seulement la famille de El Hadj Doura, mais c'est toute la Guinée, au regard de la façon cruelle par laquelle El Hadj Doura, qui est un sage, qui est un saint, qui est un homme qui a toujours été au service des autres, a été enlevé et assassiné. Depuis le 5 décembre 2017, le jour où El Hadj Doura est enlevé par ses ravisseurs, sa famille vivait dans l'angoisse et le suspense. Aujourd'hui, ses enfants ne se réjouissent pas de la nouvelle, mais peuvent au moins faire leur deuil. Parce qu'on n'aurait pas souhaité que mon père meure dans ces circonstances. Mais qu'est-ce qu'on y peut faire? Si Dieu avait décidé ainsi, on remercie Dieu aujourd'hui qu'on a retrouvé son corps. Aujourd'hui, ce sont ces vœux qui sont exaucés parce qu'il nous disait depuis longtemps, partout où il sera mort, il faudra qu'on le ramène au village, l'inhumer auprès de son père et sa mère. La prière funèbre aura lieu ce vendredi à la mosquée Faisal. Il sera inhumé dimanche à Dalaba, dans son village natal. Enlèvement avec demande de rançon, assassinat, pillage et incendie des commerces. Ce sont là des pratiques qui ne rassurent pas les hommes d'affaires et commerçants de Guinée. Chérif Abdallah, président du groupe organisé des hommes d'affaires, s'est exprimé à ce sujet, notamment sur le cas d'El Hadj Doura. Il a aussi évoqué l'expiration du mandat des membres de la Chambre de commerce, Mohamed Souma et Abou Koria Kourma. Nul doute sur l'indispensabilité des commerçants dans le développement d'un pays. Pourtant, leur sécurité en Guinée est actuellement menacée. La triste preuve récente, le cas d'El Hadj Doura, retrouvé mort. Abdallah Chérif était présent dans nos locaux dans une logique pas nouvelle. Dénoncer cet état d'insécurité qui vivent les opérateurs économiques dans le pays depuis maintenant plusieurs années, parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons le vice-président de la section Goa de la commune de Matoto qui a été porté disparu, qui a été retrouvé mort. Et El Hadj Doura aussi a été porté disparu et il a été kidnappé aussi. Il a été retrouvé mort et ça c'est quelque chose de déplorable. Et il y a eu plusieurs opérateurs économiques qui ont été kidnappés, qui ont payé des rançons pour pouvoir être libérés. Une réunion aurait été faite pour prendre des dispositions, nous affirme-t-il. La thèse d'une nouvelle crise avec des journées sans commerce n'est pas à écarter. Il n'y a aucun opérateur qui est rassuré aujourd'hui, aucun. Donc par rapport à notre sécurité, par rapport à la sécurité de tous les opérateurs économiques, de tous les commerçants du pays, on ne va jamais tergiverser. Que la sécurité s'élève pour nous protéger, que l'État s'élève pour nous protéger, sinon nous serons obligés d'agir et nous allons agir fort. La sécurité oui, mais aussi l'administration de la corporation, un autre facteur impropice à leur concours au développement. La Chambre de commerce, que ce soit interrégional, préfectoral ou communal, leur mandat est terminé. Depuis le 19 mars passé, le mandat est de 4 ans et nous demandons au ministère du Commerce de reprendre les élections. Cette fois-ci qu'il y ait des élections, pas de sélections. S'il y a des consensus, que ce soit des consensus élargis. L'adoption de la fillette Oumou Diakité continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le ministère de l'Action sociale, qui devrait coordonner toute la procédure d'adoption, a été contourné. Il évoque un vice de procédure. Le dossier se trouve devant la cour d'appel de Conakry. Mamadou Kalisso et Aboubakar Din Kamara. En 2003, la Guinée a adopté la Convention de La Haye sur la protection et la coopération en matière d'adoption internationale. Le principe de base de cette convention repose sur le fait que l'adoption est bâtie autour de l'intérêt supérieur de l'enfant. Là-dessus, le ministère de l'Action sociale est intransigeant. On ne se prononce en matière d'adoption quand on sait que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas menacé. Autrement dit, là où il va, est-ce que c'est un environnement protecteur? Est-ce que son épanouissement est garanti? Est-ce qu'il n'y a pas
de situation qui peut davantage affecter son éducation, sa santé et son épanouissement. Le département de l'action sociale est souvent ignoré dans la procédure d'adoption. Le cas de Oumou Diakité est illustratif. Pourtant, la Convention de La Haye sur l'adoption est claire. Le ministère de l'Action sociale est celui qui doit ouvrir la procédure et la suivre jusqu'au bout. Seul le ministère social est habilité, le ministère de l'Action sociale est habilité à vous accompagner dans les procédures d'adoption. Vous rassurer, échanger avec vous, vous dire de quoi il s'agit, c'est quoi l'adoption simple, c'est quoi l'adoption plénière et quels sont les avantages liés à l'adoption pour l'enfant, quels sont les revers. Parce que lorsque vous optez pour l'adoption plénière, vous perdez pratiquement tous les liens avec l'enfant. Le dossier se trouve actuellement devant la Cour d'appel de Conakry. Selon ce cadre du département de l'action sociale, des actions sont menées pour que les intérêts de la fillette soient préservés. Et le ministre a instruit le directeur national de l'enfance, qui aussi a instruit à son tour le directeur régional d'action sociale, qui a fait une autre technique et qui a été accompagné par les analyses au niveau de la direction de l'enfance, qui ont été transmises au niveau du conseiller juridique au jour d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu appel dans le dossier. Donc le dossier se trouve au niveau de la cour d'appel et je pense que cette instance va apprécier en tenant compte évidemment de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le sort de Oumou Diakité, nommé Marguerite Jaspers par le couple adoptant, se trouve entre les mains de la justice. Mais la question qui taraude l'esprit de beaucoup d'observateurs est celle de savoir pourquoi le couple germano-guinéen tient tant à cette fillette. La CNTG et l'USTG ont profité de la maladie de Kanté pour prendre le pays en otage et imposer des choses qui sont contraires à l'intérêt du peuple de Guinée. Et voilà comment nous nous sommes retrouvés avec des enseignants qui n'ont pas de niveau. Ce sont les propos du président de la République à l'occasion de la seconde édition du Forum de l'étudiant guinéen. Il a par ailleurs annoncé l'organisation prochaine des tests pour tous les enseignants engagés. Alseni Bari et Aliouba. Alpha Condé entame son discours par la dénonciation de la médiocrité des enseignants guinéens et il a une explication. À la fin de la République, notre autorité président avait une santé qui ne permet pas de gouverner. Les syndicats ont profité de cette position pour prendre l'État en otage, Madame Penda. Vous avez pris l'État en otage pour imposer des choses qui sont contraires à l'intérêt de tout le peuple de Guinée. Voilà comment nous sommes retrouvés avec des enseignants qui n'ont aucun niveau. CNTG, USTG. Pas de fait. CNTG, USTG. Le président de la République ne mâche pas ses mots. Désormais, il ne se laissera pas manipuler par les syndicalistes. D'ailleurs, une biométrisation des enseignants est en cours et dès l'année prochaine, le test sera obligatoire pour tout enseignant. L'année prochaine, aucun enseignant n'enseignera qui n'a pas réussi au test. Si vous faites la bagarre, il se fera la bagarre. En ce qui concerne l'orientation des bacheliers, il indique que ce sera les conseils et les affectations obligatoires en fonction du besoin du pays. Dans un premier temps, conseil éducation. Dans un deuxième temps, orientation obligatoire. L'État prenne le courage de ne pas avoir peur de l'étudiant et de les obliger à être orientés en fonction des intérêts du pays. Parce que ça ne sert à rien de former des étudiants qui vont sortir du chômeur. Alors que dans d'autres secteurs dont nous avons besoin, on n'a pas d'étudiants. Il termine son allocution en montrant sa volonté d'instaurer l'anglais et l'informatique dans le cycle scolaire. L'opposition décide de se retirer du comité de suivi des accords politiques. Des réactions n'ont pas tardé auprès de certains politiques qui ont dès le départ dénoncé la nature des revendications post-électorales. D'autres sont optimistes même malgré le blocus constaté. Explication Gibrilba et Aliouba. Il y a des efforts qui ont été entrepris pour parvenir à un compromis avec l'autre camp, nous fait savoir Cellou Baldé. Le député de l'UFDG a indiqué que les experts de la communauté internationale avaient laissé le choix à la mouvance et à l'opposition de s'entendre au visa des propositions formulées au cours des réunions du comité de suivi des accords politiques. Ça fait plus de 3 mois que nous avons terminé les élections et des communes pour lesquelles il y a plus de 9 ans, il n'y a pas de conseil élu légitime. La communauté internationale est prête à nous accompagner dans la mise en œuvre des projets de développement communautaire. La mouvance bloque le pays.
Mais ce que je peux dire également, c'est que nous constatons aisément que la mouvance n'arrive pas à se tirer d'affaire. Le retrait de l'opposition au sein du comité de suivi des accords politiques ne reste pas sans conséquence. Elle voudrait redescendre dans la rue. Baouri, de son côté, s'indigne et parle du non-respect des institutions républicaines des deux blocs politiques du pays. Un malaise qui exprime le retard dans l'installation des conseils communaux. C'est devenu une habitude. En conséquence, moi je considère que c'est mort, que cette situation délétère, surtout au niveau de l'axe Hamdallah jusqu'à la cimenterie, il y a des gens qui en ont fait, disons, leur business. Et les autorités politiques au plus haut niveau doivent, à partir de maintenant, cesser de leur accorder, disons, des privilèges et des avantages. Si cette attitude est maintenue, vous allez voir, ils vont abandonner cette stratégie que je considère comme étant une stratégie irresponsable. L'opposition doit s'armer de patience et privilégier encore les pourparlers, a dit sagement cet autre politique appartenant à la mouvance. Ils ne sont jamais solacés. L'opposition aurait tort d'abandonner vraiment la concertation. Le comité de suivi, qui est le cadre de la concertation, est composé de personnalités vraiment responsables, assez aguerries et qui ont une expérience totalement avidée. Une réunion à huis clos s'est tenue aujourd'hui au ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation pour décider de ramener l'opposition au sein du comité de suivi en vue de décrisper la situation. Le ministère de la Santé vient de se doter d'une nouvelle stratégie de communication. La représentation de cet outil a été faite ce vendredi lors d'un point de presse au département. L'objectif de cette stratégie est de promouvoir la mise en œuvre de la politique sanitaire en Guinée afin de rétablir la confiance entre les services de la santé et les communautés. Idrissa Bari et Abdoulaye Kamara. Face à la multiplication des canaux de communication et en vue de fournir une bonne information juste et vérifiable, le ministère a jugé nécessaire de mettre en place une stratégie de communication afin de promouvoir la culture d'ouverture pour une communication stratégique efficace. Son objectif, harmoniser et développer la communication pour un changement de comportement des communautés. On ne peut pas développer cette stratégie, la mettre en œuvre sans l'implication efficace des médias. Donc c'est ce qui nous a motivés à organiser cette conférence de presse pour discuter avec les médias, montrer notre intérêt attaché aux médias et pour leur présenter cette stratégie de communication qui prend en compte non seulement la visibilité des actions du ministère de la Santé, mais aussi la mise en œuvre des activités du ministère de la Santé avec la contribution des médias. Le passage de la maladie à virus Ebola a démontré l'importance de la communication dans la circonscription et l'éradication de cette maladie en Guinée. C'est pour cela que les responsables du ministère de la Santé disent être désormais disponibles pour communiquer. Aujourd'hui, notre vision est de favoriser une communication accessible et crédible en direction du personnel, des partenaires et de la population en vue d'apporter une plus grande visibilité, une transparence des actions et politiques du ministère de la Santé et le rétablissement de la confiance du public. Cette stratégie a été mise en place à la suite d'un audit fonctionnel réalisé au sein du département. Elle est aussi une des recommandations des partenaires techniques et financiers. L'étau se resserre autour de la clinique Médicis de Lambagny. Des clients qui estiment être victimes de ce qu'ils qualifient d'outrage à la déontologie médicale se mobilisent pour dénoncer les mauvaises pratiques dans les structures sanitaires en général et en particulier dans la clinique Médicis où les quadrijumeaux sont nés la semaine dernière. Retour sur les faits avec quelques parents qui expliquent leur histoire. Makiso et Ibrahim Souma. On commence tout d'abord avec les quadruplés qui, il faut le préciser, sont morts à l'INSEE de Donka. Une structure qui, selon ce parent, ne répond pas aux normes d'hygiène pour accueillir des enfants prématurés. Il accuse également le médecin qui a suivi sa femme pendant la grossesse
de négligence. Quand j'avais appelé pour sortir ici, c'est pas présent. Consciencieux que c'est un accouchement d'une grossesse multiple à haut risque. À haut risque, il ne s'est pas présenté, il a laissé ma femme dans les mains de ces deux personnes. On voit partout dans le monde, même si c'est l'accouchement d'un seul bébé, c'est toute une équipe qui se présente. Mais pourquoi deux personnes dire l'accouchement de ma femme? Et en plus, le gars, quand il a eu du mal à enlever le placenta, il a appelé le professeur Kelly, madame était là, il lui demande, professeur, j'ai du mal à enlever le placenta, c'est coincé. Je ne sais pas qu'est-ce que le professeur lui a dit. Mais juste après leur conversation, ça c'est madame qui me l'a dit. Il a tiré avec force. Madame m'a dit, oui docteur, vous allez me tuer. Ce n'est pas le premier cas. Celle-ci a déjà une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle dénonce et accuse le même médecin de la clinique Médcis. Leur intention, c'était pas de sortir mon bébé vivant, c'était juste le sortir de mon ventre. Et donc ils l'ont broyé à l'intérieur. Quand il est sorti, il était tout gris. Dès que je l'ai vu, j'ai compris, parce qu'il ne bougeait pas comme sa sœur. Ils l'ont mis à côté de sa sœur et ils ont entamé, ils m'ont nettoyé et tout. Quand j'ai fini, je suis allée dans le lit parce que j'avais mes jambes qui lâchaient. J'ai demandé à la fille de m'amener le bébé. J'ai pris le bébé dans mes bras, il pleurait. Et je pleurais aussi, je disais, faites quelque chose. Mon mari était là, il a couru dehors, il a appelé des gens, venez. On était seuls en fait. On n'avait pas personne avec nous. En temps, ma mère est arrivée. Elle est venue, elle dit, emballez le bébé, on va aller. Mettez-le dans la couveuse. Mais je vous dis, quand ils sont sortis de la salle, on ne les a plus revus. Une version qui revient souvent dans les entretiens que nous avons réalisés. Ces bébés ont été transportés dans ma voiture. Il y a une ambulance qui était garée là-bas. Je ne sais pas quel est l'état de l'ambulance. Mais dans ma propre voiture, avec tous ces risques prématurés, à l'air libre. Et le médecin mis en cause dans cette affaire, que nous n'avons pas pu joindre, a indiqué sur la radio Espace. On m'a dit qu'elle a eu des contractions, donc elle est rentrée en travail. Ils ont dirigé les accouchements, l'équipe de garde qui était là, composée de 2 médecins, que si je peux venir pour constater, je suis arrivé, l'accouchement était terminé, tout se passait bien et les enfants ont été immédiatement conduits à l'INSEE avec un des médecins de garde dans le véhicule du couple. J'ai revu la dame, elle se portait très bien, donc j'ai fait les ordonnances de sortie et puis elle a rejoint les enfants à l'INSEE. En plus de la première qui a interjeté appel, les parents de ces quadruplés entendent porter l'affaire au niveau du Parlement guinéen. Un forum de dialogue entre leaders religieux et experts de santé s'est tenu à Kindia jeudi. L'objectif visé est l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Les participants ont abordé les problèmes liés au phénomène des mutilations génitales féminines et ont proposé des pistes de solutions. Mamadou Saliou Baldé et Amara Alex Silla rentrent de Kindia et je vous propose leur explication. Les acteurs venus de toutes les préfectures de la région de Kindia avec des approches différentes ont reconnu les dangers liés aux mutilations génitales féminines. Les organisateurs ont réussi à susciter un débat qui n'était pas gagné d'avance. Ces acteurs sont composés, n'est-ce pas, des professionnels de la santé, les imams, la société civile, les juristes, pour débattre, n'est-ce pas, la thématique et la problématique, n'est-ce pas, sur l'excision. Donc, à la fin du débat, nous avons eu, n'est-ce pas, des échanges très fructueux. Comparé aux années précédentes, les autorités administratives de Kindia gardent espoir et attendent une baisse du taux de MGF en Guinée. Mais ce que nous avons remarqué dans nos différentes consultations, c'est que la jeune génération est prête à changer. Mais vous savez, les phénomènes sociaux, ce n'est pas du tic au tac que les gens peuvent changer de comportement. Le ministère de l'Action sociale s'entoure de structures sanitaires et ONG pour trouver des solutions urgentes et anticiper d'éventuels cas. Pour exciser une fille avec tous les traumatismes, on tient l'autre. Tu peux trouver 4 personnes qui tiennent la même personne. Alors ça trouve que la fille elle est traumatisée. C'est-à-dire qu'elle subit beaucoup de traumatismes. Torture morale, physique. Les professionnels de la santé et les magistrats ont expliqué les conséquences liées au MGF et les lois prévues contre les parents et agents de santé réfractaires. Les religieux, fortement influents dans la société, promettent d'agir. On a démontré que vraiment cette pratique est néfaste
pour la santé des femmes. Cela va nous amener à continuer la sensibilisation pour que vraiment on arrête. L'exemple de la mutilation génitale devient pour les enfants comme un moyen de prise de parole pour défendre leur position face à la pratique néfaste de l'excision. Les différents acteurs ont du pain sur la planche car 97% de la population pratique l'excision en Guinée. Prière et bénédiction ce jeudi pour la paix et la quiétude sociale entre les filles et fils de Guinée à Sangoya, dans la commune de Matoto, une initiative de la population de Sangoya qui a invité le religieux Mokhtar Amin Doumbouya à prier pour la paix et la concorde nationale. Mohamed Velektouri et Lamine Silla nous suivent ce reportage. Ils sont des milliers de fidèles musulmans de Guinée à assister à cette prière et bénédiction en faveur de la paix et de l'unité pour le pays. Des leaders religieux venus des différentes régions de la Guinée ont échangé avec leurs frères musulmans de Sangoya leur expérience en matière de paix et de cohabitation pacifique. Il a prié pour l'ensemble de la population, précisément du pays. Il a prié pour au moins les citoyens de Matoto, les citoyens du pays, et précisément il a béni au moins pour le pays. Nous sommes très contents, très fiers. Nous demandons la grâce de Dieu que ce soit la bénédiction, son doigt puisse épargner la Guinée et les croyants. On a fait des invocations pour le bonheur de tous les Guinéens, que la paix règne en Guinée, que le développement aille en avant. Le religieux Mokhtar Doumbouya a au cours de cette rencontre prié pour l'unité, la quiétude et la confiance mutuelle. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la quiétude. Pour qu'il y ait la tranquillité chez soi, il faut que la Guinée soit tranquille. C'est cet objectif pour lequel il est venu à Gangam Kania. Des femmes se sont massivement mobilisées pour assister à ce moment de prière pour la paix dans les familles et pour toute la nation. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information réalisée par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et l'info continue sur notre site web à www.espacetvguinée.info et bonsoir.